Cette deuxième vidéo de la formation Penser et agir en simplexité concerne toujours l'introduction. Cette introduction est en 3 parties. Nous avons vu dans la première vidéo le cadre de pensée. Dans la synthèse, nous allons revenir sur quelques points essentiels. Et ensuite, nous allons essayer de créer une motivation pour s'attacher à cette formation de la pensée complexe qui est difficile. Donc, pour être motivé, pour voir les bénéfices de cette formation, on peut exercer 2 regards, celui de ce que nous vivons actuellement en avril 2020, c'est-à-dire la situation de crise engendrée par la pandémie du Covid. Et puis, dans un deuxième temps, ce sera l'expérience professionnelle qui, petit à petit, m'a permis de développer cette compétence et puis ensuite d'avoir cette ambition mesurée de pouvoir l'enseigner, la proposer à d'autres. Alors, le cadre de pensée, cette forme de penser, agir en simplexité est évidemment une des facettes de nos modes de pensée. Science, quête du sens, art et gouvernance sont très intriqués et nous ne pouvons pas, je dirais, individuellement vraiment dissocier la part de chacune de ces influences, de ces cultures, dans la gouvernance et les prises de décision en situation de crise. Cependant, pour pouvoir creuser, approfondir le penser agir en simplexité, eh bien, on va mettre les 3 autres rationalités du sensible, de la philosophie, de la science, un peu en veilleuse. Et évidemment, avoir aussi en arrière-plan que les mathématiques, l'informatique et les langages véhiculent les bases qui nous permettent de penser, agir et en simplexité. Alors, je vous avais dit que dans la première partie, que nous devions penser à la fois systémique en situation de chaos, de crise, d'une approche multifactorielle, avec des frontières qui sont devenues poreuses et l'interaction de tous ces facteurs nous amène plus à une vision d'hybridation, de transformation mutuelle, plutôt que d'opposition. Vous avez aussi parlé de l'idée de la stratégie du projet latéral qui permet à un groupe social donné d'œuvrer vers une cible commune suffisamment vaste pour que chacun puisse, dans ses propres objectifs, ses propres affinités et compétences, œuvrer à l'intérêt à la fois des petits groupes, mais du groupe global, du groupe englobant. J'avais fini aussi la première partie, cette première vidéo, par l'idée majeure que l'on pilote en situation de crise, de catastrophe, métamorphose, dans une approche qui n'est plus du tout séquentielle, diagnostic, vision, action, mais un processus parallèle qui fait interagir en permanence le diagnostic, toujours en construction, la vision, toujours stratégique, toujours en construction, et le plan d'action qui, petit à petit, fait bouger la situation. Dans l'ancien monde, nous avions partagé les courants de pensée politique entre la gauche, l'extrême gauche, la droite, l'extrême droite, le centre plutôt droit, le centre plutôt gauche. Bon, aujourd'hui, ma façon de penser est tout à fait différente. J'ai 4 grands blocs qui sont à la fois nourris et éloignés de cette histoire politique,
Je dirais que dans un premier grand bloc, il y a les personnes en confort, spiritualité ouverte, confessionnelle révélée ou non confessionnelle, en accord avec le principe de laïcité républicaine. Et effectivement, il y a une majorité, mais aussi une minorité active et puis des leaders. Dans un deuxième grand pavé, il y a la majorité silencieuse, soumise et suiveuse, des personnes en confort avec une spiritualité confessionnelle révélée, israélienne, musulmane, chrétienne, en désaccord ou en posture ambivalente avec le principe de laïcité républicaine. Et puis, il y a une partie de la population qui se vit en situation de survie humaine ou en abandon rural, toute spiritualité confondue, en espérance d'un futur meilleur, avec des postes souvent extrémistes. Et puis, le quatrième groupe social sont les personnes en situation très précaire, en situation de mort sociale urbaine, en désespérance de futur. Spiritualité intégriste portée à la haine des autres classes sociales, rejette toute institution. Voilà, il me semble, une autre façon de regarder la population et de la cartographier. Alors, si l'on regarde la France, elle paraît coupée en deux. D'un côté, il y a 27 métropoles innovantes qui regroupent 40% de la population, des cadres, des immigrés, peu d'ouvriers, post-industriels, à faible religiosité. Et puis, il y a les zones rurales, les petites agglomérations qui représentent 60% de la population hors métropole, avec une faible population jeune, faible capacité d'emploi. La France des métropoles génère en gros 60% du PIB, avec 40% de la population, et la France périphérique génère 40% du PIB, avec 60% de la population. Voilà notre point de départ, et c'est dans cette France, coupée en 4 grands blocs et en je dirais, en deux sources économiquement très, très différentes, qui sont les métropoles et les zones de la France périphérique, qui reçoit cette pandémie aujourd'hui d'une façon brutale. Voilà un petit peu comment on peut représenter la France hors métropole et la France des métropoles en termes de PIB. Alors, la crise du Covid, je tire cette synthèse d'un article qui propose un confinement permanent et contextuel, c'est-à-dire adapté à la région, au territoire. Avec 5 grands points, la prise en compte des faits, qu'est-ce que c'est que cette épidémie, qu'est-ce qu'elle traduit, des erreurs et la contre-productivité d'un confinement national, de la maîtrise des risques globaux, des pistes pour un confinement contextualisé, et puis quelques définitions relatives à confinement. Donc, je ne vais pas trop m'étaler dans le détail de cette analyse, mais je vais surtout montrer comment la pensée complexe, c'est-à-dire penser agir en simplexité, nous permet d'identifier des grandes difficultés, des erreurs majeures, la non prise en compte de certaines inconnues qui font basculer complètement toute représentation que l'on veut vivre pour vivre mieux cette traversée d'une catastrophe métamorphose qui va nous transformer. Forcément, le monde après ne sera pas exactement le monde d'avant. Cette crise caractérise un
une évolution rapide des phénomènes dits exponentiels. Et nous avons beaucoup de mal à caractériser les phénomènes exponentiels. Et comme nous avons du mal à caractériser ceci, par des biais cognitifs, nous créons une représentation de la situation qui est souvent très éloignée de la réalité. Nous avons besoin de réapprendre à penser en sortant des acquis du monde d'avant, à penser simultanément global et local, individuel et collectif, pour aller vers ce que Gamorin appelle la reliance. Nous ne pouvons plus nous soumettre à une seule rationalité, une rationalité mesurable. Nous avons besoin de sortir de la peur. Nous avons besoin d'un nouveau récit, mais surtout d'une approche multipolaire, c'est-à-dire la combinaison de plusieurs récits. Et aussi de mettre en œuvre ce qui est au cœur de la pensée complexe, de penser agir en complexité, de mettre en œuvre une rationalité nature dialogique qui n'oppose pas, mais qui hybride des approches très différentes. Nous devons passer d'une logique d'opposition à une logique d'hybridation. Alors, la prise en compte des faits, c'est essentiellement, pour faire court, la prise en compte de 4 crises simultanées, 5 crises simultanées, 6 crises simultanées, suivant la globalité que l'on veut prendre en compte. La première, effectivement, c'est la pandémie. La pandémie. La seconde, c'est le confinement, car le confinement, c'est à la fois un remède à la pandémie, réduire son expansion telle qu'elle a démarré tout au début dans le nord-est de la France, mais c'est aussi le confinement une catastrophe, parce qu'il va y avoir des conséquences à la fois psychiques, de santé. Les autres maladies se retrouvent reléguées au second plan par rapport à soigner la maladie engendrée par le virus. Il va y avoir aussi des dégâts liés à l'effondrement économique, une crise sociale. Alors, le confinement peut être perçu comme une double facette, une facette de remède et une facette où le remède crée des maux pires que le mal initial. La troisième crise est évidemment engendrée par le confinement, c'est la crise économique qui peut être associée à la crise sociale. Et enfin, pour faire court, déjà, il y a une quatrième catastrophe qui va poindre son nez, vraisemblablement durant les mois de mai, juin et juillet, c'est une nouvelle canicule dans un contexte de confinement et toujours avec donc une pression importante de la pandémie. Il y a encore d'autres crises, mais qui étaient des crises déjà présentes dans notre société avant qu'arrive cette pandémie, qui sont la pollution, la crise climatique, et avec les enjeux migratoires, la difficulté de se faire à cette société numérique, et le confinement va déplacer beaucoup les paramètres par rapport au numérique. La crise de transformation des familles, la crise politique, etc., etc. Donc, cette prise en compte systémique de ces différentes crises est un changement par rapport à ne regarder qu'un seul facteur. Aujourd'hui, c'est la pandémie. Demain, ce sera l'économie.
Après-demain, ce sera la crise sociale, etc., etc. Nous avons des erreurs et des contre-productivités pour le confinement national qui provient justement de cette non-prise en compte globale des faits. Un tiers de la France est soumis à une pandémie très violente, très virulente. 2 tiers de la France n'y sont pas encore. Ils seront peut-être demain. Et c'est peut-être demain qu'il faudrait confiner le reste de la France. Aujourd'hui, donc, dans la phase de confinement national, nous avons été en sidération et tout s'est arrêté. Mais peut-être que demain, avec des taux de réalisation de la population en termes d'anticorps relativement faibles, les foyers vont exploser à droite, à gauche. Donc, nous devons penser un confinement beaucoup plus contextuel et qui va évoluer dans le temps, région par région. Cette première erreur est liée à une seconde qui est celle de ne pas prendre en compte et de ne pas communiquer clairement qu'il nous faudra au minimum 6 mois vraisemblablement avant que l'on puisse trouver des traitements pour guérir et aussi des vaccins pour endiguer de manière raisonnable la pandémie. Sinon, eh bien, nous savons qu'il faut 60% de la population pour avoir des anticorps et que cela dégagera beaucoup de maladies et aussi beaucoup de mortalité. La stratégie du confinement systématique réduit la capacité à créer des anticorps. Cependant, créer des anticorps, c'est une prise de risque. Et puis, une absence d'anticorps ou un trop faible taux d'anticorps expose une région donnée à un redémarrage de la pandémie de manière exponentielle. Donc, le cadrage, ne pas s'exposer, mais s'exposer un petit peu pour créer des anticorps, dans une absence totale de réponse médicamenteuse, en termes de vaccins ou de traitement, est un point insolvable. Il y a donc des stratégies parallèles à mettre en œuvre, à expérimenter, pour voir rapidement quelles sont celles qui doivent nous faire avancer. Alors, je ne rentrerai pas dans le détail des pistes pour un confinement contextualisé. Il suffira de voir l'article. Par contre, je vais poursuivre par une représentation, que j'expliquerai plus tard, de la dynamique systémique et exponentielle de la prise en compte de risques globaux. Alors, si l'on considère l'indice de risque, qui est le facteur R sur P par exemple, ou alors D sur S, dans G sur la vision systémique, nous pouvons dire que pour la pandémie, quand la pandémie, le rapport de propagation est supérieur à 1, que ce soit 2, 3, 4, eh bien, la pandémie se répand très rapidement quand une personne peut contaminer 3, 2, 4 personnes. Et que pour pouvoir avoir un facteur inférieur à 1, prenons l'exemple de 0,5, eh bien, il faut un certain confinement. Et ce confinement nous conduit à prendre un risque de santé psychique et de non-protection qui est aussi dramatique que la pandémie. Et ce sont les produits 0,5 par exemple multiplié par 4 qui vont donner ce rapport RP. Et ce rapport, eh bien, le bon rapport consiste à avoir tourné autour de 1. Sinon, on a des logiques exponentielles de problématiques qui vont s'autogénérer. Alors, le confinement induit la crise économique, induit la crise sociale. Et le
le climat, donc, via la canicule probable, va aussi envenimer les enjeux sociaux et économiques. Donc, globalement, tous ces facteurs de situation de transformation, donc de catastrophe, métamorphose pris individuellement, ont des effets cumulatifs qui sont exponentiellement fort dangereux. Si on prend 3 facteurs qui font 4 fois 4 fois 4, ça fait donc un éloignement très, très rapide de la valeur 1, qui est le risque optimal, et le risque 2 par anticipation. Donc voilà, aujourd'hui, un moyen de mieux représenter ce que nous vivons à travers la pandémie du Covid et ses effets secondaires, grâce à une approche particulière de la représentation des risques globaux issus de la pensée, du penser agir en simplicité.